Quand on parle de bonheur, on l'associe souvent à la joie, et donc aux émotions positives. Alors il me semblait important de parler dans ce podcast d'un concept, d'une science même, qui m'a beaucoup parlé quand je l'ai découverte, la psychologie positive. Qu'est-ce que la psychologie positive ? À quoi ça sert vraiment ? Quels sont les 5 piliers de la psychologie positive et comment commencer concrètement à l'intégrer à ton quotidien ? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Je suis seule aujourd'hui, donc si tu m'as pas reconnue, moi c'est Fanny, et je veux te partager un concept, une science même, comme je le disais dans la description, souvent mal connu ou considéré un peu avec un regard sceptique, et ce concept, cette science, c'est la psychologie positive. Alors je dis mal connu parce que moi-même, avant de m'y intéresser vraiment et de me former, j'avais un certain a priori, une conception de la psychologie positive qui était finalement adhérer à la psychologie positive, c'est un peu comme entrer dans le monde des bisounours. J'avais cette image d'une personne un peu niaise, toujours gaie, souriante, pour qui les émotions négatives n'existent pas, qui semble ne pas réagir aux événements difficiles, qui s'autorise en gros qu'à voir le positif et à se mettre des sortes d'œillères sur le négatif, sur les difficultés, les obstacles, les coups durs que la vie peut parfois nous donner. Donc pour moi, une personne qui adhérait à la psychologie positive, c'était ça. Et j'ai découvert que finalement, pas du tout. Donc la psychologie positive, qu'est-ce que c'est vraiment ? La première chose que j'ai découverte, c'est que c'était une science. Une science donc basée sur des constats, des études sur lesquelles on s'appuie pour tirer des conclusions scientifiques. Alors on commence à parler finalement de la psychologie positive dans les années 50. On va commencer à se concentrer un peu sur les aspects positifs de la psychologie et on va se concentrer un peu sur le bien-être, comment se sentir mieux. Donc ces idées-là commencent à émerger avec des psychologues comme Maslow et Rogers. Donc, si tu es une copine infirmière, ça doit te parler, on l'a vu pendant les études. Et Maslow et Rogers se sont intéressés à la réalisation du potentiel humain, donc à l'importance de l'estime de soi, du bien-être. Et ensuite, dans les années 80-90, c'est Martin Seligman, un chercheur en psychologie et qui était professeur à l'université de Pennsylvanie, qui va rendre officiel, en tant que discipline à part entière, la psychologie positive. Donc c'est lui qui va poser les fondations de la psychologie positive dans les années 2000. Et depuis les années 2000, il y a beaucoup de sous-disciplines qui ont émergé, comme la psychologie positive organisationnelle, la psychologie positive de l'éducation, tu sais, la parentalité positive. Donc on en entend aussi beaucoup parler en ce moment, mais bref, c'est un autre débat, et on en parlera d'ailleurs peut-être dans un autre épisode. Toujours est-il que, revenons-en à nos moutons, la psychologie positive, c'est une science qui étudie ce qui rend la vie plus satisfaisante. En gros, on connaît ce que c'est la psychologie. C'est quand quelqu'un nous dit « je vais voir un psy », on a tout de suite la représentation de c'est pour livrer des choses qui vont pas, quoi. C'est pour parler de ce qui va pas, des choses qu'on vit mal, d'une certaine souffrance, pour que le psy nous aide à trouver des stratégies pour nous libérer de ce qui ne va pas. La psychologie positive, elle va plutôt s'intéresser à renforcer ce qui va, ce qui est positif. Elle va se concentrer sur la question « qu'est-ce qui va bien chez toi ?» Donc je pense que tu as déjà pu le constater, le cerveau humain a une grande facilité à repérer tout ce qui va mal, à repérer le négatif.
On repère facilement les événements négatifs, la petite remarque qui va tourner, la petite remarque d'une collègue qui va tourner dans la tête, voilà, on va se poser 10 000 questions, on va facilement repérer ce qui pose souci dans notre quotidien, on a une grande facilité à ruminer nos pensées, à se charger mentalement, enfin voilà. On repère beaucoup moins facilement, ou beaucoup moins naturellement en tout cas, ce qui va bien, nos qualités, nos forces, nos capacités, les événements positifs du quotidien. Et Martin Seligman disait « Il y a 2 stratégies complémentaires pour améliorer la condition humaine. Une consiste à soulager, à libérer ce qui ne va pas. L'autre est de renforcer ce qui est positif. » La psychologie positive, elle va donc servir à 2 choses, à améliorer le bien-être global, en favorisant un sentiment de satisfaction, de contentement, d'apprécier la vie telle qu'elle est, tout en multipliant finalement les facteurs du bonheur. Et elle va servir à améliorer sa capacité de résilience. Donc la capacité de résilience, c'est la capacité à faire face aux obstacles, aux défis de la vie, à les accepter et à aller au-delà. Imagine-toi en pleine mer. Imagine le petit bonhomme dont Hélène te parlait dans le 2e épisode sur la cohérence cardiaque. Et bien ce petit bonhomme qui est dans la mer, imagine-le dans son bateau avec ses proches. Voilà, il a trouvé un bateau, il y est bien, il est avec ses copains. Et je vois vraiment la psychologie positive comme un moyen de profiter au maximum quand il y a une belle mer calme, de savoir apprécier la chance qu'on a de naviguer tranquillement, de profiter du moment, de la vue, de la compagnie, de ceux qu'on aime, de pouvoir profiter de ce moment aussi pour consolider son bateau et définir son cap pour les moments un peu plus agités, pour pouvoir mieux naviguer quand ce sera la tempête. Voilà ce que j'ai compris de l'esprit de la psychologie positive. Alors avant de pouvoir comprendre comment intégrer la psychologie positive à ton quotidien, il faut comprendre sur quel fondement elle repose. Si t'as bien retenu la leçon, c'est Seligman qui a posé les fondements de la psychologie positive. Et selon lui, le bonheur, il est lié à 3 types d'expériences. Donc pour être heureux, il faut expérimenter 1. Une vie agréable et plaisante, 2. Une vie engagée, et 3. Une vie intéressante et pleine de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors la vie agréable et plaisante, je pense que c'est assez clair, il s'agit de ressentir des émotions positives et agréables dans la vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, prendre du plaisir à manger une bonne glace devant Netflix, ou s'autoriser à s'inscrire à un cours de danse burlesque, je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai vu un truc passer sur Facebook sur la danse burlesque et ça a l'air trop fun. Donc voilà, c'est s'autoriser et initier des moments agréables, fun, plaisants dans sa vie. Ensuite, il y a la vie engagée. Alors l'engagement, c'est caractérisé en psychologie positive par le flow, ou le flux en français, mais ça sonne moins bien. Et selon cette théorie, les gens vivent plus heureux lorsqu'ils vivent un état de flow. L'état de flow, c'est vivre en fait une expérience dans laquelle tu es immergé dans une activité, totalement. Ça veut dire que t'es concentré dans ce que tu fais, t'es impliqué, tu prends du plaisir. C'est un peu comme les artistes qui sont plongés dans la création d'une toile. Voilà, ils comptent même pas les heures. Voilà, ils ont pas besoin de manger, pas besoin de boire. Enfin, c'est la représentation que je me fais de l'artiste. Mais voilà, c'est vraiment le flow, quoi. C'est quand tu fais quelque chose et que tu vois pas le temps passer et que tu kiffes ce que t'es en train de faire. Et que t'as pas envie que ça se finisse. Et enfin, la vie intéressante et pleine de sens. Donc on a parlé de la vie engagée, où on vit l'état de flow dans une activité qu'on aime, mais ces activités qu'on aime peuvent parfois être perçues sans importance, quoi, sans signification. On fait quelque chose qui nous fait plaisir pour le plaisir, et il n'y a pas forcément de but derrière. Et après avoir passé beaucoup de temps sur cette activité, dans cet état de flow, la personne, elle peut ressentir un vide. Après avoir été absorbée dans son activité, on peut avoir l'impression d'avoir perdu notre temps, en quelque sorte,
On voit pas vraiment l'intérêt ni le sens de ce qu'on a fait. Et c'est de là que vient la vie intéressante et pleine de sens, c'est justement pour trouver un sens. Pour trouver un sens, les personnes doivent être engagées dans quelque chose qui a un but finalement, au-delà d'eux-mêmes. Ça peut être engagé, je sais pas, au niveau politique, au niveau religion, ça peut être vouloir faire le bien autour de soi. C'est en tout cas engagé dans une conviction qui a du sens pour toi. Alors je récapitule. Pour Seligman, le bonheur est lié à 3 types d'expériences. Alors pour être heureux, il faut expérimenter une vie agréable et plaisante, une vie engagée et une vie intéressante et pleine de sens. Et pour nous aider à expérimenter ça, il a établi un modèle qu'on appelle le modèle PERMA. P-E-R-M-A, chaque lettre correspond à un mot en anglais, mais vu mon haut niveau d'anglais, n'est-ce pas, je vais plutôt passer directement au français. Donc le modèle PERMA, ce sont finalement les 5 piliers de la psychologie positive sur lesquels repose notre bien-être. Le premier, ce sont les émotions positives, donc pour se sentir bien. C'est un peu ce que je disais en début de podcast, quand on parle bonheur, souvent on le résume à être joyeux, se sentir bien, alors que c'est pas forcément que ça, et donc on verra les 4 autres piliers juste après, mais effectivement, les émotions positives font forcément partie du bonheur. Donc les émotions positives, ça peut être le plaisir, la satisfaction, la fierté, le contentement, la joie intense, l'espoir, voilà. C'est toutes ces émotions qui font qu'on va être plus optimiste. Et cultiver cet optimisme, finalement, ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, de se représenter le passé, le présent, le futur dans une perspective plus positive. Et c'est cette perspective plus positive qui va nous aider à être plus créatifs et peut-être à prendre un peu plus de risques pour s'épanouir. On va avoir plus tendance à persévérer et à vouloir relever des défis. Le deuxième pilier, c'est la notion d'engagement. Être engagé dans une activité, dans une conviction. Et l'engagement implique 3 dimensions. Donc l'utilisation de ses ressources personnelles, de son énergie, l'investissement et le souhait de relever des défis, et le fait de ressentir cet état de flow dont je te parlais quand on fait cette activité. Je vais prendre l'exemple du podcast. Quand j'enregistre, quand on prépare tout ça avec Hélène, quand on en parle, on voit pas le temps passer. Quand on travaille là-dessus, on fait à fond et on ressent cet état de flow. On n'est pas dans une joie intense, mais on oublie les tracas du quotidien. On est juste totalement présente à ce qu'on fait. On est émotionnellement neutre, si on peut dire. On se sent investi, on a envie de relever le défi et on y met toute l'énergie qu'on peut y mettre. Donc être engagé, c'est investir son énergie dans une activité qui nous procure cet état de flow. Ça peut être dans plein de domaines différents, le domaine artistique, politique, associatif, sportif. Et ce type d'expérience nous aide souvent à développer nos compétences, nos connaissances, notre intelligence. Le 3e pilier, c'est les relations humaines positives. On a souvent tendance à se dire que le bonheur ne dépend que de nous, que le bonheur d'un individu est indépendant de celui des autres. Mais en vrai, en tant qu'humain, on a besoin de relations sociales, on a besoin d'interagir avec les autres. Et si en plus ces relations nous apportent de l'amour, du partage constructif, de l'intimité, ça va nous permettre de nous sentir reconnus, valorisés et en sécurité. Et si je te demande là le souvenir de ton dernier moment de joie, donc je te laisse réfléchir, c'était peut-être aujourd'hui, hier, voilà, s'il y a un souvenir qui revient, il y a de fortes chances pour qu'une autre personne soit impliquée. Donc qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale ou même nouvelle, les relations sont des sources de bien-être. Le 4e pilier, c'est le sens de la vie. C'est avoir un but, trouver un sens à notre existence sur Terre. C'est un peu la mission de vie, peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est finalement savoir pourquoi on fait telle ou telle action tous les jours. Je pense par exemple aux personnes qui appliquent le concept 0 déchet. Je les admire. Et
C'est un exemple très concret parce que c'est des petites actions qu'elles font au quotidien, dans leur maison, mais qui contribuent à quelque chose de plus grand. Donc il y a un sens à tout ça. La quête de sens, elle peut aussi passer par le travail. Aujourd'hui, moi je trouve du sens à ce que je fais dans mon travail. J'aide des femmes dans leur reconversion, l'évolution professionnelle. Je les aide à aller mieux et pour moi ça a beaucoup de sens. Ça peut aussi passer par se sentir connecté à quelque chose qui nous dépasse, que ce soit religion, spiritualité, voilà, ça peut donner du sens à notre vie. Ça peut passer aussi par servir ta commune, voilà, ou ta famille même, juste autour de toi. T'occuper de ta famille, de tes enfants, de tes neveux et nièces. Pourquoi tu fais tout ça? Peut-être pour leur transmettre des valeurs aussi, pour un monde meilleur. Dans tous les cas, la quête de sens, c'est servir une cause qui nous dépasse et qui compte pour nous. Et on en vient au 5e et dernier pilier, l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. C'est en fait avoir des objectifs dans la vie et faire des efforts pour les atteindre. Pour ça, il faut se fixer des objectifs réalisables et susceptibles de nous apporter du plaisir, tant qu'à faire. Et le simple fait de fournir un effort pour réaliser ces objectifs, rien que ça peut déjà nous donner un sentiment de satisfaction. Et quand on aura atteint nos objectifs, on pourra se sentir fier et accompli. Donc avoir des accomplissements dans la vie, c'est important pour nous pousser aussi à nous développer et à nous épanouir. Ça va renforcer notre sentiment d'efficacité personnelle, donc la croyance en nos propres capacités, et ça va nous aider à nous dépasser. Donc émotions positives, engagement, relations humaines positives, sens de la vie et utilité, et accomplissement sont les 5 piliers de la psychologie positive. Grâce à ces 5 piliers, on comprend que la psychologie positive, c'est pas, comme je le disais en début d'épisode, la recherche exclusive d'émotions positives. Être épanoui, ça veut pas dire être béat en permanence. Être épanoui, c'est aussi avoir des buts dans la vie, accomplir des choses, appartenir à des réseaux sociaux constructifs et contribuer à des causes qui dépassent notre propre intérêt et notre propre vie. Sacré programme, tu me diras. Et donc, par où commencer? Comment commencer à intégrer la psychologie positive à ton quotidien? Alors, on sait tous que c'est beaucoup plus facile de développer ses points forts que ses points faibles. Et en psychologie positive, tu l'as compris, on va se concentrer sur nos points forts, sur nos forces personnelles. Et toujours selon Seligman, j'invente rien, s'attacher à développer nos forces vont venir renforcer ces 5 piliers que je viens de te citer. Donc une des premières choses qu'on fait en psychologie positive, c'est d'aller identifier ses forces. Mais comment faire? Donc c'est une question que Seligman et un copain à lui, Peterson, ont étudiée. Ils ont fait une liste de ces points forts qu'ils ont appelés les forces de caractère. Alors c'est pas des talents, ni des compétences, ni des savoir-faire, comme le don de bien parler des langues, de bien écrire ou d'être bon en maths, mais on va parler plutôt de savoir-être, des façons de se comporter dans la vie en général, qui pourront se déployer dans beaucoup de domaines, dans la vie professionnelle, au niveau de ta famille, de ta vie amoureuse, amicale, sociale. Ils ont donc identifié 24 forces de caractère, toutes entre guillemets positives, et chacune de ces forces peut contribuer au bien de la personne elle-même et de son entourage. Donc c'est pourquoi c'est une force. Les forces de caractère, elles sont pas figées. On peut toutes les développer en les utilisant de façon répétée et volontaire, surtout. Mais naturellement, chacun de nous n'a pas cultivé les mêmes forces. De par notre histoire, nos expériences, notre identité, on a souvent 4 ou 5 forces qui sont vraiment fortes. Et pour les découvrir, on peut passer un test en ligne conçu par Seligman et Peterson sur le site du VIA Institute on Character. Voilà encore mon anglais. C'est une association qui diffuse les résultats sur ces forces de caractère. Donc le test qu'on peut faire en français, je te rassure, il est accessible sur la page www.viacharacter.org. Donc je te mets le lien dans la description de l'épisode.
Et tu as le droit à un compte-rendu gratuit qui te donne le classement de tes 24 forces. Donc c'est assez pratique. Et donc dans un premier temps, tu peux identifier tes 5 forces principales, les 5 premières. Et ce sont en fait tes forces signatures, quoi. C'est celles que tu utilises naturellement et que tu peux facilement encore développer et utiliser pour travailler finalement sur ces 5 facteurs du bien-être. Ces forces de caractère, elles ont été regroupées par Seligman et Peterson sous 6 grandes vertus. Donc la sagesse et connaissance, le courage et la volonté, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. Donc je vais pas te citer les 24 parce que ce serait trop long, je te donne quelques exemples. Il y a par exemple la créativité, l'amour de l'apprentissage, la gentillesse, la joie de vivre, le pardon, le leadership, la reconnaissance de la beauté, la maîtrise de soi, l'humour, l'optimisme, la spiritualité. Donc voilà, il y a 24 forces. Et une fois que tu sauras tes 5 forces signatures, dans le site, en fait, tu vas recevoir le bilan et tu vas avoir des petits exercices simples à mettre en place dans ton quotidien, en fait. Donc ça peut être un moyen pour commencer à intégrer la psychologie positive à ton quotidien. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux essayer aussi de les utiliser, ces forces, dans un contexte différent de celui où tu les exerces d'habitude. Par exemple, si ta force de caractère, c'est la gratitude. Donc tu as cette facilité à être reconnaissante pour ce qui a pu t'arriver dans le passé, pour des événements du passé. Tu arrives à repérer facilement et à dire merci pour des événements du présent. Et tu es assez optimiste face à l'avenir. Donc ça reste une force pour toi, donc qui t'aide à avancer. Et tu peux mettre cette force aussi au service de tes relations, par exemple. Ça veut dire que tu peux peut-être, écrire une lettre de gratitude à quelqu'un que tu aimes, juste pour lui dire ce qu'elle t'a apporté, pourquoi tu es reconnaissante envers elle, par exemple. Et ça peut aider à renforcer des liens d'amitié, d'amour. Donc tu peux utiliser tes forces pour améliorer et favoriser ces 5 piliers de la psychologie positive. Donc ça peut être un premier pas intéressant, déjà pour mieux te connaître et pour intégrer, mettre en pratique dès maintenant la psychologie positive dans ton quotidien. Et si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serais ravie de t'en partager d'autres, même si au final je me rends compte en faisant cet épisode que finalement c'est aussi tout le but du podcast. Donc je pourrais aussi te conseiller d'écouter les autres épisodes. Et d'ailleurs il y a l'épisode 3, la roue de la vie, qui fait partie aussi des exercices de psychologie positive. Donc si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. C'est un épisode action, donc il faut juste que tu te prévois pour cet épisode 45 minutes, vraiment pour toi, au calme. Faut pas l'écouter dans la voiture ou quand t'es en train de faire autre chose. C'est vraiment un moment pour toi où tu peux te poser et faire avec nous cet exercice. Donc on le fait en même temps que toi pendant l'épisode. Voilà, j'en arrive à la fin de ce premier épisode solo. Donc j'espère que ça t'a plu, que t'as pu apprendre des choses qui t'ont intéressé. Si tu veux aller plus loin, je te mets aussi dans le lien dans la description de l'épisode, le lien du livre de Martin Seligman sur la psychologie positive. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.